Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bienvenue dans Z sur Z, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de votre épisode. Un logiciel donne les instructions et les informations à suivre aux travailleurs. Les experts répondent au remplacement des employeurs par l'IA. Donc c'est quelque chose qui existe en fait déjà et qui, à notre sens, pourrait se généraliser. Les data centers se développent de plus en plus en Belgique, non sans quelques difficultés, notamment énergétiques. 1 mètre carré équipé en data center, c'est l'équivalent de la consommation de 2 ménages bruxellois. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Quand l'intelligence artificielle prend la place de l'employeur, c'est le titre d'une étude qui se penche sur le rapport de subordination entre la machine et l'humain. La première donne les ordres au second qui obéit, lié par son contrat de travail. Et pour Vincent Chiavetta, avocat associé au cabinet Litis, cette situation est bien réelle. Ça existe déjà. On pense notamment à l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles concernant l'affaire Deliveroo, où on remarque tout simplement qu'un logiciel donne les instructions et les informations à suivre aux travailleurs. Il n'y a pas nécessairement de personne physique qui donne des instructions aux travailleurs. Donc c'est quelque chose qui existe en fait déjà et qui, à notre sens, pourrait se généraliser. Un employeur qui utilise l'IA pour des tâches communes telles que donner ses instructions, vérifier les retards, procéder à des sanctions, à des licenciements, c'est peut-être l'avenir selon cette étude. On se trouve dans un système à haut risque, puisqu'on touche évidemment aux ressources humaines. La Belgique doit transposer pour l'été 2026 un vaste règlement européen qui confie la responsabilité des actes de l'IA à un être humain, comme l'explique Vincent Chiavetta. Dans ce cadre-là, plusieurs obligations pour l'employeur, obligation d'information préalable, concertation avec les partenaires sociaux, obligation de fourniture de la notice pour vérifier si le système est correctement appliqué, et le plus important, la responsabilité de l'employeur dans le cadre de la surveillance effective du logiciel par rapport à son comportement avec les travailleurs. Pour Laurent Alexandre, spécialiste de l'IA, le droit belge n'est pas adapté à l'avènement de l'IA dans le domaine des ressources humaines et ces régulations arrivent trop tard. C'est une énorme erreur d'augmenter les contraintes qui pèsent sur les employeurs. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de sauver le travail humain. L'intelligence artificielle et les robots sont beaucoup moins chers que les travailleurs humains. Si on augmente les contraintes qui pèsent sur le travail, on va diminuer les effectifs. Et on ne rendra pas service aux travailleurs qui se retrouveront sur le carreau. Laurent Alexandre pour le mot de la fin. L'urgence aujourd'hui, c'est de rendre le travail humain le plus compétitif possible, et ça n'est pas facile. Z sur 7 à la une. En Belgique, on compte 46 data centers, dont les 3/4 en Flandre. Google a dépensé 5 milliards d'euros pour s'implanter chez nous et Microsoft va ouvrir son premier centre l'automne prochain. Pourtant, Patrick Claessens, expert en marchés électriques à l'ULB, rappelle que ce succès coûte très cher en énergie. 1 mètre carré équipé en data center, c'est l'équivalent de la consommation de 2 ménages bruxellois. Et effectivement, les data centers qu'on construit, ce n'est pas 1 mètre carré évidemment, c'est de l'ordre de 2 terrains de football. On parle de 10 000 mètres carrés. Donc on est sur des consommations de l'ordre de 10 mégawatts et de 50 gigawattheures par an. En 2024, 3,2 TWh ont été consommés par les data centers belges. 3,2 TWh, pour comparer, pourraient alimenter plus de 700 000 maisons, l'équivalent de Bruxelles pendant un an. Ça représente également 4% de la consommation belge totale. Le marché connaît une croissance solide de 10% par an, ce qui soulève de sérieuses interrogations. S'il y a une augmentation de 10% de la production, de la consommation, il va falloir augmenter de 10% la production. Et là, c'est le gestionnaire de réseau de transport qui doit faire des analyses qu'on appelle l'adéquation pour faire en sorte que la production suive. Et puis, effectivement, il faut que les réseaux suivent également. Donc, c'est à la fois la production et les réseaux, et on doit travailler de concert.
De son côté, Elia tente de rassurer les citoyens en multipliant les centres énergétiques, ce qui éviterait des pannes d'électricité. Au niveau local, les conséquences seront différentes. Jean Facio, porte-parole d'Elia. À certains endroits, quand un data center vient s'implanter, eh bien, ça demande beaucoup de consommation et donc ça pourrait amener à une situation où ça ne laisse plus de place finalement pour d'autres types de projets, comme des industries, comme d'autres types de consommateurs. D'ici 2025, la consommation de ces centres pourrait augmenter de 25 à 40%. Investir dans la modernisation des réseaux est essentiel, mais long. D'autres solutions, comme une meilleure localisation des data centers ou plus de flexibilité, sont pour Jean Facio aussi envisageables. Pouvoir octroyer des connexions qui sont flexibles, c'est-à-dire le projet va pouvoir être connecté, on va d'ailleurs pouvoir connecter beaucoup d'autres projets, mais avec de la flexibilité, c'est-à-dire qu'ils pourront à certains moments ne pas bénéficier de cette consommation d'électricité. La Belgique bénéficie d'un emplacement stratégique pour ses centres de données. Elle va devoir s'adapter à la montée en puissance de l'IA et à la numérisation des services publics et privés pour gérer cette révolution. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. La semaine dernière, Christophe Charlot venait nous parler de Perplexity, l'intelligence artificielle capable de donner des réponses précises et sourcées rapidement. Aujourd'hui, l'entreprise va plus loin en lançant Perplexity Labs. L'IA ne se contente plus de répondre à vos questions, elle réalise le travail à votre place. Génération de code, création de documents, tableau de bord, voire mini-site web. L'outil promet de transformer un simple to-do en livrable fini. Alors, comment ce nouvel outil fonctionne concrètement ? Alors, Perplexity Lab, c'est une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés pro de Perplexity. Là où Perplexity, qui se présentait comme un moteur de réponse et plus un moteur de recherche, là où Perplexity Search fournissait des réponses immédiates sur des questions avec des réponses sourcées, Labs, cette nouvelle fonctionnalité va plus loin, puisque l'idée c'est d'agir vraiment comme une équipe virtuelle qui planche sur un projet pendant un laps de temps un peu plus long, de 10 minutes voire plus. En fait, c'est un outil qui combine plusieurs technologies, de la navigation web, la génération de code, création de visuels par intelligence artificielle, pour aboutir à des résultats comme des rapports, des feuilles de calcul, des mini-applications. Donc, tout est centralisé dans un onglet et donc l'utilisateur peut générer des graphiques, des fichiers CSV qui sont vraiment prêts à l'emploi, voire des rapports. Donc, si vous voulez, c'est une IA qui est beaucoup plus embarquée, qui va beaucoup plus loin et qui fonctionne en combinaison de différentes technologies et de différentes approches. Et qu'est-ce que cela peut apporter aux professionnels ? Ce que Perplexity Labs propose, c'est finalement une automatisation élargie de tâches un peu plus complexes et chronophages. Générer une campagne marketing, faire un rapport, comme je le disais, une analyse concurrentielle, pourquoi pas, ou même carrément la maquette d'un mini-site internet. Ça évite, si vous voulez, de jongler entre différents outils ou de coordonner plusieurs compétences. Donc c'est précieux. C'est un gain de temps considérable en fait pour les professionnels si ça marche bien. Certainement pour les petites structures. Donc il suffit de correctement prompter sa requête pour avoir un résultat qui va quand même de plus en plus loin, qui est de plus en plus poussé. Alors bien sûr, attention, ça remplace pas une stratégie, ça exécute, donc il faut encore bien apprendre à briefer et à prompter l'outil. Donc, on est plutôt du côté gadget ou véritable révolution pour l'entreprise ? Alors, évidemment, là, l'annonce vient d'être faite par Perplexity, c'est tout récent, ça date du 29 mai. Donc, il faudra évidemment voir comment tout ça évolue, mais ce qui est clair, c'est que c'est un pas de plus vers la productivité sans effort, je mets ça entre guillemets. Là où ChatGPT répondait assez vite pour certains de ces modèles, Perplexity Labs fait vraiment le travail. Il y a des modèles de ChatGPT qui le permettent aussi, mais donc on entre quelque part dans une ère où chaque minute compte, et ce type d'outil peut séduire vraiment des
des acteurs professionnels dans le domaine du marketing, dans la consultance, voire dans des startups. Bon, évidemment, il faudra rester critique, c'est-à-dire que les résultats générés peuvent manquer de nuances, de personnalisation. L'outil reste aussi dépendant de la clarté de la consigne de données, donc il faut apprendre, ça on le dit depuis le début, de l'intelligence artificielle à bien prompter, à bien diriger, à guider les intelligences artificielles, à la fois pour éviter les erreurs, pour éviter les déviances et pour avoir le résultat qu'on souhaite obtenir. Donc quelque part, oui, c'est un levier potentiel puissant, à condition de le piloter avec une intelligence bien humaine. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, Éric Joly vient expliquer l'évolution du prix du dollar. Il a perdu 10% de sa valeur depuis le début de l'année. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans cette valorisation en diminution. Ce n'est pas illogique, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a ce conflit, cette guerre commerciale. Il y a le constat que les États-Unis sont de moins en moins enclins à soutenir militairement les alliés. Il y a les pressions qui sont exercées sur la Banque centrale américaine, ce qui fait que bon nombre d'investisseurs ont vendu des actifs américains et ceux qui sont dedans, mais aujourd'hui, ils exigent une prime de risque. Cette vente, on l'a aussi remarqué en ce qui concerne les bons du Trésor américain. Les rendements à 30 ans ont dépassé les 5%. Clairement, prime de risque ici veut dire hausse du rendement, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'écart entre le rendement que vous pouvez obtenir sur une obligation étatique des États-Unis comparé au rendement que vous avez sur une obligation européenne, cet écart est en train de se creuser. Ce sont les Américains qui ont l'avantage et donc on pourrait croire que cela inciterait d'un point de vue mondial, bon nombre d'investisseurs à re-rentrer dans le marché, acheter ce genre de papier et donc forcément créer ou demander beaucoup plus de dollars. Or, on constate que le dollar est toujours relativement faible aujourd'hui, à 1,1440 pour être tout à fait précis. La récente révision à la baisse de l'agence de notation Moody's a poussé les marchés à s'éloigner encore un peu plus de la dette publique américaine et donc du dollar. Oui, Moody's craint deux choses. Tout d'abord, le retour de l'inflation, d'une part. D'autre part, peut-être que la croissance sera moindre aux États-Unis. À quoi s'ajoute bien évidemment un déficit budgétaire. On est à 6% du PIB, en termes absolus 1900 milliards de dollars. Et il y a toujours cette dette, 120% du PIB. Si on ne fait rien, en 2034, on sera déjà à 125% du PIB. Par contre, si la Big Beautiful Bill devait être adoptée par le gouvernement US, la dette serait déjà de l'ordre de 130% d'ici 10 ans. Donc, c'est quand même des chiffres très étonnants. La situation a changé ces dernières années. On a vu qu'il y a un changement sur les 20-25 dernières années. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, par exemple, il y avait encore un surplus de plusieurs milliards de dollars, 263 milliards de dollars. Donc, comme quoi, ça peut aller relativement vite, même si on parle ici de 2 décennies de temps. L'Amérique va devoir aussi faire face à sa dette et pour Éric Joly, ce ne sera pas évident. Soyons clairs, ils ont plusieurs possibilités. Éventuellement, faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire créer de l'inflation. Il pourrait éventuellement diminuer les exigences en matière des capitaux pour les banques ou encore mettre en route le plan Mirand. C'est un plan qui consiste éventuellement à obliger les détenteurs de papier américains à rester dans ce genre d'obligations avec des rendements très faibles. D'ailleurs, je pense qu'on en a déjà parlé à quelques reprises ici sur ce même plateau. Mais donc, ce sera certainement pas chose évidente pour les États-Unis. Pour Éric Joly, si tous ces facteurs sont pris en compte, il y a de fortes chances que le dollar reste relativement faible dans les semaines et mois à venir. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser analysera la proposition de CDNV d'allonger le congé parental en Belgique et d'introduire des services de garde d'enfants sur le modèle scandinave. Mieux
gérer l'énergie au sein de votre entreprise? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Et aujourd'hui, je vous explique comment votre batterie peut faire bien plus que stocker de l'énergie solaire. On la voit souvent comme un simple réservoir, mais avec un système intelligent, votre batterie devient un atout stratégique. Elle vous permet de mieux utiliser votre propre énergie au bon moment, ce qui réduit vos achats sur le réseau. Elle vous aide aussi à lisser vos pics de consommation, en la déchargeant au bon moment et ainsi réduire votre facture, surtout si vous êtes pénalisé sur les points de puissance. Et ce n'est pas tout. Elle vous permet aussi de déplacer votre consommation vers les heures pleines, en utilisant l'énergie stockée quand elle coûte moins cher, augmentant ainsi sa rentabilité. Mais le plus intéressant, c'est sa valeur sur les marchés de l'énergie. Grâce à un pilotage en temps réel, votre batterie peut se charger et se décharger selon les besoins du réseau. Et pour cela, vous êtes rémunéré. Votre batterie devient ainsi un véritable levier économique. Vous économisez, vous aidez à stabiliser le réseau et vous tirez le meilleur de votre investissement. Et avec Luminus, tout ça se fait automatiquement, sans complexité. Vous souhaitez en savoir davantage? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus. Ensemble, faisons la différence.